Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Promulgué en mars 2024, le nouveau code électoral continue d'alimenter les polémiques au sein du cadre de concertation de l'opposition du Bénin. Réuni mercredi, le cadre a dénoncé le refus du gouvernement de passer à la relecture du code. Des précisions dans cette édition. En vue d'une meilleure intégration sociale des personnes en situation de handicap, le président Patrice Talon et son gouvernement ont mis sur pied des réformes depuis 2016. La ministre des Affaires sociales en parle au cours d'une émission. Mathurin de Chacus retire sa candidature au Conseil de la FIFA. Les contours de cette décision sont abordés par l'analyste sportif Issa Amadou. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous. Le cadre de concertation de l'opposition s'est réuni mercredi 12 mars 2025 à Cotonou pour exprimer son mécontentement face au refus du gouvernement de revoir le code électoral. Lors de la rencontre, le porte-parole Antoine Guédou a insisté sur le fait que cette démarche dépasse les clivages partisans et engage l'ensemble des forces vives de la nation soucieuses de la consolidation de la démocratie et de la paix sociale. Des débats généraux qui ont suivi, selon lui, les participants ont unanimement souligné qu'appliquer sans un large consensus ce code électoral menace la paix au Bénin. Le cadre proteste avec la dernière rigueur contre la non-relecture du code électoral et l'opposition récurrente du pouvoir au dialogue national malgré l'appel des personnalités morales et physiques comme le clergé, les anciens présidents de la République, les anciens présidents d'institutions et la société civile. La plateforme appelle solennellement l'attention de la communauté internationale et nationale sur les risques que représente le nouveau code électoral promulgué en mars 2024. Aussi, elle décide de saisir par toutes les voies légales en toute responsabilité les institutions internationales pour prévenir le chaos que prépare le régime de la rupture pour favoriser les élections frauduleuses. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ayadi Bakari, a reçu ce mercredi les copies figurées des lettres de créance de 6 nouveaux ambassadeurs accrédités. Parmi eux figure le représentant de la Guinée, Siaka Sissoko, de la Côte d'Ivoire, Assielou Félix Tanon, de la Tunisie, Antite Moursen, du Portugal, Poli Jorge Adao Martins dos Santos, de l'Iran, Ali Tiztak et de l'Algérie, Ossine Mizoued. La remise de copies, il faut le noter, de copies figurées des lettres de créance a eu lieu lors d'une cérémonie protocolaire marquant ainsi un nouveau chapitre dans les relations diplomatiques entre le Bénin et ses 6 pays. Autre information, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toye-Fodé, a fait le bilan des réformes menées en faveur des personnes en situation de handicap depuis 2016. C'était au cours d'un entretien télévisé co-animé par les confrères Marie-Léa Yemadjiro de la télévision nationale et Honoré Naoum de la radio Cotonou. Suivons ensemble. Alors, puisque vous me
mettez la période 2016 à nos jours, je voudrais rappeler qu'avant 2016, les personnes handicapées étaient délaissées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mesures spécifiques pour elles. Et de 2016 à maintenant, il y a eu d'abord des mesures spécifiques à travers une loi et des décrets d'application qui permettent de régler de façon efficace et durable des problématiques qui sont liées au handicap. Et ce changement remarquable peut se voir déjà à travers, par exemple, les concours à la fonction publique, parce qu'il faut dire que ces décrets d'application sont vraiment focalisés sur l'employabilité, l'éducation, la formation. Mais je parlais des concours de la fonction publique. Le dernier concours au profit du ministère de la Justice, les personnes handicapées ont pu non seulement participer, concourir, mais le quota de 5% qui leur est réservé a été respecté. Et il y a d'autres concours également par la suite qui ont eu lieu et pour lesquels ils ont aussi pu s'inscrire et pu concourir et nous attendons les résultats. Au-delà de ces quotas, il y a l'inscription, l'âge de 5 ans, la majoration, pour que les enfants handicapés puissent s'inscrire même s'ils sont un peu en retard, ou alors que ce soit au niveau des inscriptions pour les concours, cette majoration de 5 ans est de mise. Il y a bien sûr des appuis au niveau de leurs entreprises. Lorsqu'il y a des personnes handicapées qui veulent monter une entreprise, l'État leur vient en soutien. Mais lorsque les entreprises emploient aussi des personnes handicapées, la part patronale est payée par l'État. Donc, il y a une exonération aussi des taxes donc, pour les personnes handicapées par rapport même à leur appareillage, etc. Il y a beaucoup de mesures qui découlent de ces textes et certaines sont déjà mises en application. Donc, vous avez évoqué ce cadre réglementaire et aussi des actions concrètes au profit des personnes handicapées. Ça dit que globalement, il y a par exemple un guichet où dans une commune, toute personne handicapée peut se présenter et puis voilà, bénéficier de cet accompagnement-là. Alors, nous avons nos anciens CPS, des centres de promotion sociale, qui sont aujourd'hui en train de se transformer en guichet unique de protection sociale. Et c'est dans ces guichets uniques que les personnes handicapées vont déposer leur dossier, dont la liste a fait l'objet déjà de communiqués, pour pouvoir être inscrits, pour bénéficier de la carte d'égalité des chances. Il y a une commission interministérielle qui sera appuyée par des experts. La commission a déjà été installée, elle siégera pour pouvoir analyser les dossiers. Et sur la carte d'égalité des chances, en fait, il faudra qu'elle puisse, la commission, avec les experts, déterminer le taux d'incapacité lié au handicap qui sera inscrit et qui permettra donc aux personnes handicapées de bénéficier des différentes aides sociales. Les éléments de la police républicaine ainsi que ceux de l'Agence béninoise de protection civile ont reçu dans la matinée de ce jeudi 13 mars au siège du ministère de l'Intérieur de la Sécurité publique un lot de véhicules de 20 véhicules pick-up et 2 véhicules Prado Land Cruiser. Il s'agit de la concrétisation d'un projet de coopération entre le ministère en question et l'ambassade du Japon près le Bénin, dont les fruits constituent ce premier lot de véhicules. Un deuxième lot de matériel est attendu dans les semaines à venir pour s'ajouter aux 22 véhicules. Pour Alassane Seydou, ministre de la Sécurité publique et de l'Intérieur, ces véhicules destinés à la patrouille viennent renforcer considérablement la capacité des éléments de la police républicaine en termes de mobilité et d'efficacité des opérations sur le terrain. Prenant la parole, Uezono Hideki, ambassadeur du Japon près le Bénin, fait savoir que ce don s'inscrit dans le cadre de l'aide financière non remboursable du Japon à l'endroit du Bénin. Elle a pour objectif de renforcer davantage les capacités opérationnelles de la police républicaine et de l'agence en charge de la protection civile dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Après la remise de matériel, les potentiels utilisateurs des dits véhicules ont été invités à en faire bon usage. La date du 13 mars 2025 marque le 25e anniversaire du décès de Monseigneur Isidore de Souza. À cette occasion, le père Ika Genouno, directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix à JPECO, nous décrit la personnalité de l'homme qui a joué un rôle clé lors de la conférence des forces vives de la nation de février 1990.
Monseigneur de Souza est d'abord un évêque, archevêque et grand citoyen de ce pays. D'abord comme archevêque coadjuteur et archevêque, Monseigneur de Souza s'est montré un pasteur exceptionnel, un pasteur hors pair et un pasteur dont les œuvres parlent d'elles-mêmes, qu'elles soient des œuvres caritatives, des œuvres sanitaires et des œuvres éducatives. Monseigneur de Souza était sur tous les fronts, il était sur tous les chantiers. Monseigneur de Souza, c'est un pasteur de terrain. Il n'est pas un bureaucrate, il n'est pas un administratif. Il est sur le terrain, proche des fidèles, proche des prêtres. Et il avait une intelligence vive, une intelligence prospective et une intelligence d'espérance. Et donc il est passé dans notre église comme étant un baobab, comme étant un modèle, et un modèle dont la pérennité est incomparable. Et pour moi, Monseigneur de Souza, que j'ai côtoyé étant enfant, étant adolescent, c'est un saint qui est digne de vénération. Ensuite, Monseigneur de Souza, grand citoyen. Vous savez, un prêtre, un évêque est fondamentalement citoyen. On ne vit pas le sacerdoce en dehors de sa citoyenneté. Et j'ouvre une parenthèse ici pour montrer à quel point l'Église et les hommes d'église sont des hommes politiques à part entière. En Amérique latine, le pape François a fait un travail monumental au plan diplomatique, au plan politique. Et c'est pour vous dire qu'on ne dissocie pas la citoyenneté, le patriotisme du ministère presbytéral, du ministère épiscopal. Alors, Monseigneur de Souza s'est inscrit dans cette citoyenneté ecclésiastique. 35 ans après la conférence des forces vives de la nation, le père Éric Aguenounon se prononce sur l'héritage laissé par l'un des protagonistes de cette conférence, qui n'est personne d'autre que Monseigneur Isidore de Souza. Il est au micro de Amoussou Conté. L'héritage aujourd'hui, il faut dire que je souhaite retenir 3 éléments. Le premier élément, c'est la place de l'homme, sa valeur, sa mission, son bien-être, son mieux-être, sa sécurité et les droits de l'homme. Alors, ce premier palier a décliné tout au long des régimes. Et aujourd'hui, l'homme est relégué au dernier rang. Et j'aime le dire qu'aujourd'hui, l'homme ne fait que chanter la beauté des pierres. Il s'agit à ce niveau de tenir debout. Le bout infrastructurel est le but de la promotion de l'homme. Et donc la conférence nationale a voulu donner à l'homme sa liberté, sa dignité dans la vérité, dans la formation intégrale pour qu'il soit davantage homme, pour qu'il soit davantage humain. Le deuxième point, c'est que
La conférence nationale qui nous donne la démocratie, nous donne la démocratie comme étant le cadre, l'espace et l'environnement favorable au développement. La démocratie n'est pas une panacée pour le développement. La démocratie donne le cadre, donne l'espace et l'environnement. On l'a entendu, parfois on parle de dictature du développement, c'est un non-sens. Le développement, c'est le changement harmonieux du cœur de l'homme, c'est-à-dire du dedans vers le dehors. Et il change son milieu. Donc le troisième niveau, c'est de travailler à la mémoire, de travailler à conserver cette histoire de la conférence nationale, travailler à communiquer cette histoire, enseigner cette histoire et à valoriser la démocratie. Si l'Afrique est à l'étape fondationnelle de la démocratie, donc à l'étape du balbutiement, et déjà et en même temps condamne la démocratie, alors qu'elle n'a pas fini, bon, du moins l'Afrique n'a pas fini de fonder la démocratie, et elle condamne elle-même cette démocratie et se tourne vers d'autres réalités. C'est un problème de formation. C'est un problème de formation des cœurs. C'est un problème de formation de l'esprit. La démocratie, c'est le système qui nous sécurise le plus. Lancé par le mercredi des cendres, les chrétiens catholiques sont désormais en carême. Pendant 40 jours, ils jeûneront, mais également feront le chemin de la croix. Dans l'élément à suivre, Hubert Kédouidé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, parle ici de la signification et la portée de cette cérémonie au micro de Francis Fahami, Nassirine Fatoumbi. L'intimité avec le Seigneur. Donc c'est un temps où nous renouvelons notre prière, et la prière spéciale du temps de carême que tout le monde réactive, c'est le chemin de croix, c'est-à-dire ce chemin qui permet de revisiter les différentes étapes qui ont amené Jésus jusqu'à la crucifixion et à la mort. Et ce chemin de croix, ce n'est pas simplement un exercice de passage, parce que celui qui médite bien le chemin de croix remédite sa vie. Le Christ a été injustement condamné. Combien de fois, moi aussi, j'ai été injustement jugé? Combien de fois j'ai été injustement calomnié, rejeté? Alors tout le monde fait ces expériences dans sa vie. Et en regardant celui qui nous a sauvés faire cette expérience-là, cette trahison de son ami, de son disciple, Judas, waouh, moi-même je dis, si je suis trahi, quel est mon comportement? C'est justement le comportement de Jésus. Pardonne-leur, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et au thème de cela, c'est le triomphe de la vie, le triomphe de l'amour. On parle de dépression dans cette édition. C'est un trouble psychiatrique fréquent qui touche pas mal de personnes. Comment aider une personne atteinte de dépression? Élément de réponse avec André Ali Ounou, psychologue clinicien, qui est au micro de Nassirine Fatoumbi et de Francis Olafahami. La dépression est sur le plan psychologique, pour ne pas dire psychosocial, c'est une affection psychopathologique qui est l'une des plus courantes et qui se traduit par, pour ne pas dire qui est caractérisée par une humeur triste, une profonde tristesse au niveau de l'individu et qui est causée pour la plupart du temps par tout ce qui entoure l'individu, tout son environnement, son quotidien, tout ce qu'il fait comme activité, tout ce qu'il a comme vécu. Donc c'est une affection avec laquelle on vit au quotidien. Pour retenir simple, c'est une profonde tristesse, une humeur triste et qui plombe un individu, qui lui enlève la joie de vivre. Selon les recherches de l'OMS, une personne sur 2 au monde vit avec la dépression. Et tous ceux qui, une fois
ont fait la dépression sont susceptibles de rechuter. Mais la dépression a ceci, c'est que c'est la seule maladie psychiatrique qui se guérit totalement. Donc, c'est encore bon. Mais nous tous, nous sommes dépressifs. Et le dépressif, il est facile à reconnaître. Vous allez voir quelqu'un qui avait l'habitude, qui avait la joie de vivre. Quand il est dépressif, tout de suite, il devient très triste. Il n'a plus envie de sortir ses dents, il ne sourit plus à personne. Donc, une humeur triste qui se manifeste directement. Vous allez voir quelqu'un, quand il est dépressif, il a du mal à dormir. On parle d'insomnie, les troubles du sommeil. Soit il va avoir du mal à dormir parce qu'il a peur de ne pas pouvoir se réveiller, vu la charge émotionnelle de stress ou d'angoisse qu'il a, ou il dort beaucoup. Il n'a pas envie, dès qu'il dort, il n'a pas envie de sortir du lit, l'hypersomnie, parce qu'il a peur de se réveiller, d'aller rencontrer encore les problèmes. Ou bien, c'est dans la nourriture, le comportement alimentaire. Il va du coup devenir très boulimique. Tout ce qui passe sous ses yeux, il va se gaffer de cela. Ou d'autres, ils vont s'imposer un certain régime sans prescription et ils vont maigrir de façon très drastique. Ils ne vont pas avoir l'appétit, en fait, c'est la maladie qui fait ça, perte d'appétit total. Ou encore, quelqu'un qui avait l'habitude d'être très brillant, il ne va plus être productif. Sur le plan professionnel, par exemple, ce qu'il faisait aisément, il va mettre du temps à trouver des idées qui ne vont jamais venir, manque d'inspiration, ou mieux, il va connaître ce qu'on appelle un ralentissement psychosocial, psycho-émotionnel ou psychologique tout simplement. Donc, il n'aura plus la possibilité de réfléchir, de sortir, de produire des idées. Et en passant, il y a des idées noires, c'est-à-dire, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais rien ne va. Et donc, absence de résultat va faire qu'il va commencer par penser au pire, au suicide, à la maladie. Et donc, les deux finalités qu'on peut dire à cela, c'est que soit la dépression va s'aggraver, va s'intensifier, on va parler de dépression grave, de dépression profonde, et qui va le conduire peut-être dans une psychopathologie, ou il va faire l'option, aidé par les idées noires, il va faire l'option du suicide. Donc voilà un peu les signes en ramassé qui peuvent conduire ou les conséquences. Actualité hors de nos frontières à présent, un sommet extraordinaire des dirigeants des pays membres de la communauté de développement d'Afrique australe SADC s'est tenu en visioconférence ce jeudi 13 mars. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo était au menu. Félix Tshisekedi, le président congolais, était de la partie. À sa prise de parole, le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, actuel président en exercice de l'organisation régionale, a expliqué que l'objectif du jour était de définir un plan d'action. Parmi les questions à trancher, il y avait l'avenir de la force militaire déployée dans le pays, la SAMI-DRC, qui avait été mise en place pour remplacer celle d'une autre organisation régionale, la Communauté d'Afrique de l'Est, dont Kinshasa réclamait le départ. Depuis la prise de Goma par le groupe armé AFC M23. À la fin du mois de janvier, les soldats de SADC sont effectivement dans l'attente de clarification de leur situation. Et la médiation angolaise a annoncé une rencontre Kinshasa AFC M23 à Luanda pour le 18 mars prochain pour des discussions. Et du côté de Kinshasa, on confirme avoir bien reçu l'invitation pour le 18 mars en question, mais aucune précision sur la réponse à cette invitation. Il faut noter que la présidence ne communique pas sur une éventuelle délégation congolaise dans la capitale, ne communique pas sur la présence d'une éventuelle délégation congolaise dans la capitale angolaise et sur son éventuelle composition. Notamment, la porte-parole du président Tshisekedi, Tina Salama, estime que si ces discussions devraient se faire, le cadre serait bien défini. Autre information hors de nos frontières, un juge américain a ordonné ce jeudi
jeudi à 6 ministères de réintégrer des milliers de fonctionnaires fédéraux limogés par l'administration Trump, rapporte des médias américains. Selon ce juge, justifier ces licenciements massifs en raison de mauvaises performances constitue un prétexte pour contourner les obligations légales, selon sa décision rapportée par le New York Times. Sport dans cette édition, c'est un coup qui n'est pas forcément attendu lors de la 14e Assemblée générale de la CAF le 12 mars 2025. Le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, a retiré en dernière minute sa candidature au poste de membre du Conseil de la FIFA. Celui-ci a évoqué des raisons personnelles et professionnelles pour justifier sa décision. L'analyste sportif Issa Amadou en a fait une analyse et parle des contours. Il est au micro de Djesugo Benou. En tant que Béninois, on n'est forcément pas content, on n'est forcément pas heureux de savoir qu'un Béninois s'est retiré de la course quand même à un poste prestigieux au niveau donc de la FIFA et au niveau de la CAF également, pourquoi pas. Oui, le moins qu'on puisse dire est que forcément il y a eu des raisons qui l'ont poussé donc à jeter l'éponge, on va dire à quelques heures de ce vote-là. Et ces raisons, je pense, sont connues. En vérité, le retrait de la candidature de Deschacus ne devrait pas nous étonner. En tout cas, quand je dis nous, bon, ceux-là qui quand même s'intéressent aux différentes informations de la FIFA ou de la CAF, parce que l'information était déjà là, dans les coulisses, certainement pas les coulisses, pas dans Tokpa, mais voilà. Parce qu'en réalité, souvenez-vous qu'il y a eu une réunion, on va dire, du gratin de la CAF et de la FIFA, autrement dit, les têtes pensantes de la FIFA et de la CAF, récemment, le 25 février dernier, du côté de Nouakchott, en Mauritanie, lors de l'inauguration de l'Académie des talents de la FIFA. C'est une innovation en fait, de la FIFA. Et c'est la Mauritanie qui a bénéficié de cette première, on va dire, implantation de cette académie sur le continent africain. Au cours donc de cette cérémonie, eh bien, tout le gratin du football, on va dire en Afrique également au niveau de la FIFA, s'est retrouvé justement pour parler eh bien, de l'élection au niveau du Conseil de la FIFA. Et à la sortie de cette réunion, il faut dire que le lobby ou les lobbies en place avaient déjà décidé eh bien, de ceux-là qui devraient être candidats et de ceux-là qui devraient retirer leur candidature. Et sur la liste justement de ceux-là qui ont été priés de retirer leur candidature, il y a entre autres Mathurin Deschacus, il y a également le président Amilou, communément appelé Pelé, le président de la Fédération nigérienne de football, mais qui, lui, a refusé carrément. Il a, on va dire, opposé un refus catégorique, justement, au retrait de sa candidature. Mais Mathurin Deschacus, croyant certainement aussi, pourquoi pas, un retournement des situations, n'a pas tout de suite voulu retirer sa candidature, il l'a maintenue. Donc, il a attendu quelques heures, certainement au moment où il est vraiment convaincu que rien n'était possible. Parce que, vous savez, le football aujourd'hui est dirigé par des lobbies. Et quand le lobby vous rejette, quand le lobby n'est pas avec vous, je pense qu'à un moment donné, vous devrez tout simplement faire beaucoup attention pour ne pas trébucher. Et ces lobbies-là étaient également contraints à un moment donné de dire à certains de retirer leur candidature, non pas par plaisir, mais parce qu'entre-temps, il y a de nouvelles unions, il y a de nouvelles alliances eh bien, qui ont donc obligé, on va dire, ces têtes pensantes du football africain à dire à certains de retirer leur candidature, autrement dit à sacrifier certains pour justement essayer de maintenir certainement leur cohésion en place. Donc voilà un peu les coulisses, on va dire, du retrait de la candidature de Mathurin Deschacus, eh bien, qui finalement a dû donc, on va dire, jeter l'éponge et n'a pas pu aller, on va dire, à l'élection au Conseil de la FIFA. Le Conseil de la FIFA, faudrait-il encore le rappeler, c'est le cercle le plus juteux au fait du football mondial aujourd'hui. C'est un cercle très restreint où ceux qui aspirent ou ceux qui se retrouvent dans ce cercle-là sont des gens d'abord qui ont un charisme et qui ont quand même, comme on le dit vulgairement, qui ont les pieds à terre. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un cercle assez juteux, il y a assez d'avantages. Rappelez-vous que chaque membre du Conseil de la FIFA
est payé à 250 000 $ par an, s'il vous plaît. Et vous avez également l'avantage de participer aux différentes compétitions, notamment les Coupes du Monde. Vous avez plusieurs missions et ces missions-là sont prises en compte par la FIFA. Donc, c'est un cercle que tout le monde, quand il dit tout le monde, les présidents de fédération ont envie d'intégrer eux tous. Et à un moment donné, les alliances et les désalliances, les pressions, parfois même politiques, font que, justement, il y a certains, excusez-moi l'expression, qui sont pétanqués. On est obligé de leur dire « retirez-vous parce que vous n'avez aucune chance de gagner ». Je pense que pour le cas de Mathurin Deschacus, c'est vrai, quand on perd ce poste-là, parce que quand je parle de perte, il faut rappeler qu'il était déjà au Conseil de la FIFA. Et c'était en 2021. Il venait d'être élu en 2018. Et en 2021, il a eu cette promotion-là grâce à Gianni Infantino, également Véron Mosengo, le secrétaire général de la CAF, et également, on va dire, au lobby autour de Patrice Motsepe. Donc, il a eu cette promotion-là en un laps de temps. Parce qu'il faut l'avouer, être élu en 2018 et en 2021, être porté dans le conseil de la FIFA, c'est une grosse promotion. Il a brûlé des étapes, positivement parlant. Donc, à un moment donné, eh bien, il a quand même fait ce qu'il devrait faire, à savoir, bon, rester constant, rester dans le lobby, mais entre-temps, le lobby a ses réalités, et bien que parfois, même ceux qui sont dans le lobby ignorent totalement. Donc, je pense tout simplement que, voilà, son retrait, certainement, a étonné plus d'un, mais à un moment donné, il fallait certainement être beaucoup plus costaud, hein, beaucoup plus, on va dire, solide, du point de vue lobbying, pour résister justement à ces pressions-là qui sont venues de nulle part et qui ont obligé justement Gianni Infantino et Patrice Motsepe à lui dire « Cher monsieur, retirez votre candidature parce que vous n'avez aucune chance de gagner. Il y a d'autres lobbies qui sont rentrés en jeu pour certainement voir Mathurin Deschacus sacrifié par le lobby. » Dans le même registre, le président de la Fédération camerounaise de foot, Samuel Eto'o, a été élu membre du comité exécutif de la Confédération africaine de foot, CAF. C'était également à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire du mercredi 12 mars. Devant cette nouvelle promotion, plusieurs enjeux pour le football africain. Issa Amadou, analyste sportif, évoque quelques-uns. L'une des bonnes nouvelles, on va dire, de l'Assemblée générale de la CAF, c'est bien sûr l'entrée, on va dire, dans le comité exécutif de la CAF d'une icône du football, Samuel Eto'o fils. On ne va jamais le présenter. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle, non pas seulement pour la famille Samuel Eto'o fils ou le football camerounais, mais pour le continent africain. Parce que qui connaît Samuel Eto'o fils, je pense que eh bien, c'est une véritable icône d'abord du football. Il a eu une carrière exemplaire. Il a joué dans les plus grands clubs, notamment au Real Madrid, au Barça, à l'Inter de Milan, à Chelsea. Et avec le Barça, il a remporté quand même la Ligue des Champions en 2006, si ma mémoire est bonne. Il a remporté également la Ligue des Champions avec l'Inter de Milan en 2010. Samuel Eto'o fils également, c'est une icône en matière de distinction. Il a été quand même l'une des plus grandes, on va dire, gloires du football africain. Rappelez-vous qu'il a été élu... eh bien, je pense 4 fois meilleur joueur africain en 2003, en 2004, en 2005 également, en 2010. Et Samuel Eto'o fils a remporté quand même aussi, on va dire, des plus grandes compétitions sur le continent africain, notamment la CAN en 2000 et en 2002. Il a remporté également la médaille d'or aux Jeux Olympiques à Sydney en 2000. Je pense tout simplement que Samuel Eto'o fils a eu une carrière exceptionnelle. Et une carrière eh bien, qui aujourd'hui est en train tout simplement... on va dire, de le propulser au cœur des grandes instances du football africain. Je pense que son entrée au sein du comité exécutif est une chance, non pas seulement pour le football camerounais, mais surtout pour le football africain. Parce qu'on a besoin justement de ces acteurs, différents justement des acteurs qu'on a toujours vus. On a besoin des footballeurs au sein de nos instances. C'est un joueur, c'est un dirigeant. Il connaît donc ce qu'on appelle le football. Il a vécu le football, il a transpiré, il a mouillé le maillot sur les pelouses. Donc aujourd'hui, il sait comment défendre le football africain. Et Samuel Eto'o fils, pour celui qui le connaît également, il n'a pas sa langue dans sa poche. Donc ce n'est pas des gens corruptibles, ce n'est pas des gens qu'on peut ranger au placard, ce n'est pas des gens
qu'on peut brimer. C'est des gens qui ont la voix, on va dire, pour porter justement le football africain. Et je pense que son entrée va métamorphoser les choses, va quand même régler un certain nombre de choses au sein du comité exécutif de la CAF, parce que voilà, ce comité exécutif n'est pas en réalité, ne répond pas, on va dire, ne comble pas les attentes quand même du football africain. Rappelez-vous qu'il y a quelques mois, il y a eu pas mal notamment des critiques à l'envers, bien sûr, du bureau dirigé par Patrice Motsepe, au regard justement de son incapacité à réellement redynamiser les compétitions sur le continent africain, à trouver de vraies fenêtres, de vraies dates aux compétitions africaines. J'en veux pour preuve le CHAN, qui actuellement ne trouve pas réellement une date. Il y a eu une première date, le 28 février, il y a eu un report. Donc il y a pas mal quand même de dysfonctionnements au niveau du comité exécutif de la CAF. Et je pense que l'entrée de Samuel Eto'o-Fils va changer les choses. Mesdames, Messieurs, sur cette note, on prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.